le bandeau, le vlog, épisode numéro 6. Et puis on s'en va en direction de Québec en fait. Aujourd'hui c'est une journée super importante parce que on va inaugurer pour la première fois une loge de la Grande Loge Annie du Canada dans la ville de Québec. Donc c'est vraiment quelque chose d'historique pour notre obédience en fait. Parce que la plupart de nos loges ont toujours été à Montréal. Il y a eu une fois dans l'histoire de la Grande Loge Annie, en fait, que on a déjà eu en fait une loge au Liban, qui était la loge 7. Et cette loge-là, elle n'a pas trop duré longtemps, en fait. Et donc, c'est ça. Donc, puis en plus, la loge 7, c'était une loge qui faisait partie on pourrait dire, de l'ancienne administration de la Grande Loge Annie. Parce que dans l'histoire de la Grande Loge Annie a été fondée en 1980 et a été mise en sommeil dans les débuts des années 90. Et pendant quelques années, la loge n'était plus opérative. Donc, quand ça a été repris par des Québécois, par des Canadiens français, en fait, là, à partir de ce moment-là, on a eu 3 nouvelles loges qui étaient Saint-Jean-Baptiste, Triangle d'Or et Zénith. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'on a aujourd'hui plus de 10 loges au Québec. C'est sûr que, ceux que vous nous écoutez présentement, puis vous êtes un peu partout en France, en Belgique ou même aux États-Unis, ben c'est sûr que 10 loges, c'est vraiment pas grand-chose. Pour ce qui est de la maçonnerie régulière, ils considèrent ça comme un district. Si on regarde la Grande Loge du Québec, d'ailleurs on salue nos frères de la Grande Loge du Québec, mais pour eux, 10 loges, c'est juste un petit district dans leur juridiction. Pour nous, c'est quand même quelque chose de majeur. Là. Et donc c'est ça. Donc je m'en vais là-bas. Je m'en vais célébrer la création d'une nouvelle loge, qui est la loge de Libre Pensée. Donc pour ceux et celles, en fait, de la région de Québec qui désirent se joindre à la franc-maçonnerie, on a maintenant une loge dans votre coin. Donc vous pourrez aller sur le site web. Là, je vais le mettre sur la vidéo, mais notre site web, la Grande Loge Annie du Canada, donc glanicanada.com. Et vous aurez toutes les informations sur comment appliquer puis vous inscrire et tout ça. Donc c'est très intéressant. C'est sûr que là aujourd'hui on va voir la loge. On devrait quand même être beaucoup. On devrait être à peu près 25 à 30 personnes, là, toujours en respectant, on s'entend, les règlements du gouvernemental là, en ce qui concerne la COVID. Donc c'est ça. Donc on va être là-bas, on va aller voir des frères et sœurs, participer, avoir une belle agape frugale et tout ça. Et c'est sûr que les bouteilles de vin vont être au rendez-vous, on s'entend. Et donc c'est ça. Donc on se dirige là présentement et j'ai hâte de vous présenter ce fameux temple de Québec que nous avons maintenant. Aussi, je ne sais pas si vous remarquez présentement, mais c'est pas la même caméra que j'ai à l'habitude. Donc c'est ma GoPro. Donc c'est une GoPro 7 Hero. Ça date quand même de quelques années, je crois d'environ 5-6 ans. Et je ne l'ai jamais vraiment utilisé dans un contexte de vlog. Habituellement, quand j'utilise la GoPro, ben c'est vraiment pour le voyage. Quand je veux aller, j'ai utilisé ma GoPro pour mon dernier voyage au Mexique. J'étais capable d'aller dans l'eau avec, tout ça. Ça fait quand même des belles images de qualité. Mais pour ce qui est d'un vlog, on va voir l'effet que ça va donner, si c'est intéressant ou pas. Si c'est pas intéressant, on pourra changer de solution là, dans le futur. Donc en espérant que présentement vous me voyez très bien. Et puis c'est ça. Le but de ce vlog-là, en fait, vu que ça va être un vlog littéralement là, sur la route, là, donc j'étais avec les vaches présentement, c'était de refaire un peu un retour sur ce que j'ai en fait affirmé lors de l'émission 55, donc l'émission sur le bandeau numéro 55, qui est disponible maintenant sur YouTube, sur Spotify, Google Play, Apple Podcasts. Et
dans cet entretien-là que j'ai eu avec Claudia et Sylvain, ça m'a fait... on a parlé en fait de la souveraineté, de mon corps, mon choix, d'être conscient de mes actions, que ce soit positives ou négatives, mais d'être conscient, puis d'accepter les décisions que je prends, qui viennent avec les conséquences qui viennent avec aussi. T'sais. Et durant ce temps-là, j'ai parlé en fait de la COVID parce que, dans cette situation de pandémie, j'ai attrapé la COVID et ça m'a fait vraiment beaucoup grandir cette situation-là parce que autant que j'ai eu des commentaires qui étaient positifs, en fait, c'est constructif, que les gens voulaient m'aider et tout ça, puis autant j'ai eu des messages de méchanceté, des gens qui riaient carrément de moi, qui étaient heureux que j'aille attraper la COVID et tout ça. Et ça m'a beaucoup blessé, ça m'a je continue toujours à réfléchir à ce genre de réaction-là, puis pourquoi que les gens sont rendus autant polarisés dans cette situation-là. Ça fait vraiment réfléchir parce que je me dis, tu sais, ce virus-là, ça fait maintenant presque 2 ans qu'il est actif, en fait. Là, que, en fait, je crois que ça fait quand même 2 ans, oui, parce ça avait été découvert, je crois, en 2010, puisqu'il appelait ça la COVID-19, donc ça avait été découvert en 2019, dans le coin, je pense, d'octobre-novembre, puis par après, ça s'est vraiment propagé un peu partout. Puis à partir de novembre, non pas de novembre, mais de mars 2020, on a eu le confinement. En tout cas, pour nous, au Québec, c'était à partir du mois de mars. Je me rappelle parce que j'ai perdu mon contrat de consultation juste une semaine après de mon retour de vacances. Donc, c'était pas très, très agréable, en fait. Là. Et donc, c'est ça. Donc, ça fait maintenant 2 ans que ce virus a été propagé un peu partout sur la planète. Et on a passé, nous, les êtres humains, à toutes sortes d'émotions, toutes sortes de pensées, d'actions et tout ça. Et ça a fait en sorte que, si je parle de notre situation au Québec, je sais que c'était un peu différent qu'est-ce qui s'est passé en Italie, qu'est-ce qui s'est passé en France et tout ça. Mais pour nous, au Québec, ça a commencé que on se fait dire que c'est un virus, puis en fait, c'est par le chef de la santé, là, on parle d'Horacio Arruda et tout ça, et le premier ministre Legault, qui nous affirme que c'est un virus, oui, mais c'est pas un virus dangereux en tant que tel, tu sais, et que de faire attention et tout devrait bien aller. Et ça, bon, parfait, c'est au début de la pandémie, les gens, c'est sûr qu'ils croient tous que c'est un virus bénigne, et c'est correct, tout ça, bénin en fait, et là, à fur et à mesure, là, on commence à nous mettre des restrictions. Parce qu'au début, ils nous disaient, puis c'est encore, tu sais, c'est les professionnels de la santé qui le disent aussi, c'est qu'un masque, ça ne protège pas en tant que tel. Tu sais, à l'hôpital, c'est pas tout le temps que les spécialistes de la santé vont porter le masque. Ils vont l'enlever aussi, tu sais. Mais là, mettons, on nous force de toujours porter le masque. Et eux, et en plus, le docteur Arruda l'avait bien dit, il y a un protocole spécifique pour porter le masque, tu sais. Mais pour nous, les personnes, les citoyens du Québec, en tant que tel, c'est que un masque, on ne sait pas vraiment comment l'utiliser. Ça veut dire qu'on va toucher à des choses, on va toucher notre masque, puis on va se toucher la face. Fait que le virus, il est partout dans l'air en tant que tel. C'est pas nécessairement un panneau de plastique entre deux personnes qui va empêcher le virus de se propager. Le virus ne va pas arriver devant le panneau et va dire « Oh, mais je peux pas passer par là. Je m'excuse, je vais retourner de l'autre côté puis je vais aller infecter quelqu'un d'autre. » Non, le virus se promène partout de toute façon. T'sais. Donc, c'est pas un panneau de plastique qui va protéger. C'est pas un masque nécessairement qui va protéger. Le masque a ses utilités, mais je dis le moment que la personne se gratte dans la face, comme ça, en dessous du masque, en fait, puis après ça, qui va toucher plein d'autres choses dans la pièce,
l'autre personne qui a un masque, ben c'est pas par le masque qui va être protégé. C'est sa main. Sa main va toucher le virus, va se remettre dans la figure. T'sais. Donc c'est comme ça que le virus se propage en tant que tel. T'sais. Oui, le masque peut aider dans certains sens, mais c'est pas l'ultime protection. Puis c'est ça que le message gouvernemental qui était transmis à ce moment-là. Et là, par après, bon, ben là, on a parti du nombre de morts à des nombres de cas confirmés. Puis là, c'était rendu maintenant le nombre de nouveaux cas, Et là, on a pu voir qu'avec le temps, ben, la courbe de morts c'est quasiment réduite à zéro. T'sais. Nous, au Québec, il n'y a plus de morts, là, vraiment. Il y en a de temps en temps, malheureusement, mais c'est quasiment terminé. Mais le nombre de cas, oui, effectivement, les gens vont l'avoir, mais les gens vont aussi en guérir. T'sais. Il y a très peu de personnes, le pourcentage est extrêmement faible du nombre d'hospitalisations, quand je parle encore une fois au Québec, de la COVID. T'sais. Je crois que maintenant, si je me souviens bien, là, les derniers chiffres là, au Québec là, présentement, mais sur 8 millions, il y a un total, je crois, de 230 personnes qui sont hospitalisées. T'sais. Donc, on parle de 0,0 quelque chose de pourcent. C'est vraiment pas beaucoup. Puis, heureusement qu'on a quand même un système de santé qui est quand même efficace, qui va être capable de traiter ces gens-là. Mais sous ces 230 personnes-là qui sont hospitalisées, combien qui sont mortes? Ça, j'ai pas les chiffres, par exemple. Mais c'est vraiment pas beaucoup. T'sais. Donc, si on regarde la situation du COVID présentement, on peut voir qu'on n'est pas nécessairement à risque. Là, oui, il y a quand même en fait, à risque de mourir, je veux juste faire attention. Le risque de mourir est quand même très minime, mais avec toutes les variants et tout ce qui se passe présentement, le risque de l'attraper est beaucoup plus grand, effectivement, parce qu'on peut le voir avec la courbe de toute façon, que ça se transmet de personne en personne, de vacciné à vacciné, de vacciné à non vacciné, puis de non vacciné à vacciné. C'est quand même incroyable, là, tu sais. Donc là, on est rendu à une étape que le vaccin, ben c'est ça, tu sais, c'est le vaccin que vous l'ayez ou que vous l'avez pas, ben vous êtes quand même à risque d'avoir le virus. Et c'est là le message que je veux passer par après, c'est que si le virus est autant transmissible d'un côté ou de l'autre, pourquoi que les gens ont peur? Pourquoi que les gens critiquent ceux qui ne sont pas vaccinés, tu sais? Qui leur donnent du mépris comme si c'était des gens qui avaient la lèpre, tu sais. Parce que les gens qui sont vaccinés sont protégés, tu sais. C'est prouvé, là, je veux dire, c'est prouvé que les gens qui sont doublement vaccinés sont protégés. C'est une infime pourcentage de ces gens-là qui vont se faire quand même hospitaliser, même s'ils ont quand même certains effets. Puis c'est prouvé que eux vont avoir le virus moins fort que ceux qui ne sont pas vaccinés. T'sais. Donc pourquoi que les gens ont peur? T'sais? Mais j'ai l'impression que c'est le message des médias qui se passe depuis plusieurs mois, qu'on communique, qu'on continue à faire vivre la peur aux gens, et c'est là que les gens sont en réaction. Même moi, dans ma famille très proche, les gens, ils vont me voir puis ils vont me dire « Ah, ben là, je suis quasiment un danger public, là, tu sais. » Mais je dis « Voyons, je suis pas un danger public. Le virus, tout le monde peut l'avoir, tu sais. Ça fait aucun sens, là, tu sais. » Et donc, tout ça pour dire que dans ma situation à moi, donc comment ça s'est passé en fait, c'est que j'ai attrapé le COVID le 4 septembre dernier. J'ai attrapé le COVID, j'ai une bonne idée de où j'aurais pu l'attraper en tant que tel. J'étais dans un endroit, en fait, dans un centre d'achat, et parce que moi, habituellement, je ne sors pas. Moi, je suis consultant informatique, je travaille de la maison. Quand que je sors, c'est pour faire mon épicerie, c'est pour aller acheter des choses que j'ai besoin pour la maison. Puis par après, ben, tu sais, je vais voir des amis, des gens que j'aime bien proche de moi, mais c'est tout. Tu sais, je ne vais pas aller vraiment dans les endroits publics et tout ça. Donc, à cet endroit-là, peut-être probablement quelques jours avant, j'avais été faire des commissions, j'avais été acheter des choses pour le studio, en fait, de sous le bandeau.
Et là, ça, en revenant, probablement que je l'ai attrapé. Donc, 4 jours plus tard, je vais au cinéma. Je reviens du cinéma et je suis absolument malade. Je grelotte, je fais de la fièvre, ça va pas bien. Et c'est là que, à ce moment-là, en fait, que moi-même, là, j'ai dit non, là, je crois que j'ai vraiment ressenti que j'avais probablement la COVID, tu sais. Et là, donc, c'est ça. Donc, j'ai pris le temps vraiment de me reposer. Je suis resté à la maison tranquillement. J'ai pas contacté aucune autre personne. Puis là, durant les premières journées, j'ai regardé voir qu'est-ce qu'il en était en fait. Est-ce que c'était vraiment une grippe ou c'était pas une grippe. Et après le 4e jour, j'étais allé faire un test et le test était positif. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, à partir de la première journée que j'ai contacté les symptômes, j'avais 10 jours pour avoir, en fait, 10 jours de confinement. Donc, durant ces 10 jours-là, en fait, pour répondre aux gens qui disent que la COVID, c'est juste une petite grippe, parce que non, vous ne connaissez pas la COVID, vous savez pas c'est quoi les symptômes ou quoi que ce soit. Moi, je vais vous parler c'est quoi les symptômes de la COVID. En fait, qu'est-ce que la COVID m'a fait vivre. Puis, premièrement, les seuls symptômes qui sont similaires à la grippe ou finalement au rhume, c'est le nez bouché tout le temps. Je vais tousser beaucoup, mais c'est pas une toux, en fait. C'est pas une toux j'ai un mal de gorge. Donc, ma gorge, elle était très correcte. Il n'y avait aucun problème. Mais je toussais beaucoup. Sans arrêt. Même encore aujourd'hui, ça fait maintenant près de 20 jours là, que je suis sorti là, de mon confinement et tout ça. Et je tousse encore un peu. Et donc, c'est ça. Donc, ça, c'est les seuls symptômes que je pourrais dire qui se ressemblent à la grippe. Les autres symptômes, par exemple, que j'ai eus, ça, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Ce que j'ai eu, en fait, le plus important pour moi, c'est que, moi, je suis une personne qui était asthmatique il y a quand même plusieurs années. J'ai toujours eu ma pompe juste en cas. Et par pur hasard, en fait, j'avais été voir mon médecin de famille, puis je dis, savez-vous quoi, donnez-moi donc une prescription pour ma pompe d'asthme juste en cas. Puis quelques jours après, j'ai attrapé le COVID. Donc, et là, un des symptômes que j'avais, c'était des problèmes de respiration. Donc, j'ai pris ma pompe d'asthme, ça s'est super bien passé. J'étais capable de faire mes choses que je voulais faire durant la journée quand même. Puis moi, c'était là, c'est quand on dit que c'est le symptôme principal de la COVID là, pour les poumons, que ça attaque les poumons, en fait. Là. Moi, ça a été comme ça n'a pas été si pire que ça. Juste avec ma pompe d'asthme, j'étais très correct, puis ça s'est super bien passé. Par après, mais là, c'est sûr que dans les autres symptômes que j'ai eu, c'est sûr que j'avais toujours des maux de tête. Des maux de tête intenses tout le temps. Beaucoup de fièvre que je faisais à tous les jours. Un symptôme qui était vraiment étrange, puis je pense que c'était rare dans les cas de COVID, mais moi, je l'ai eu, c'était des maux de ventre. J'avais des maux de ventre absolument épouvantables. Je me réveillais dans la nuit parce que j'avais mal au ventre. J'avais l'impression que ça faisait peut-être comme 3 jours que j'avais pas mangé. Puis que là, je devais manger pour régler ça. Mais même si je mangeais, le mal était encore là. Donc, c'était vraiment un mal très, très, très étrange que j'ai pas vraiment compris, en fait. Donc, ça a été quelque chose vraiment qui m'a vraiment... j'ai vraiment pas aimé, en fait. Et sinon, c'était je me sentais aussi beaucoup faible. Donc, le moment que je me concentrais trop pour faire un travail, parce que vu que je travaille de la maison, je pouvais quand même des fois travailler. Il y avait des journées où j'étais capable de travailler, des journées où je n'étais pas capable de travailler. Puis dans les journées que je pouvais travailler, donc là, je regardais mon écran d'ordinateur et tout ça. Le moment que je me concentrais trop, je devais aller me coucher. J'avais mal au cœur ou sinon mal de tête, mais il fallait que j'aille me coucher. Je me couchais pendant 1 heure, je revenais, puis tout était bien par après. Donc, c'était vraiment dans ces symptômes-là. En fait, oui, il y a aussi un autre symptôme que j'ai eu
qui était assez spécial. J'en ai eu peur. Ce bout-là, je m'inquiétais vraiment beaucoup. J'étais plus capable de voir, de lire de proche. Donc, tu sais, moi, présentement, j'ai quand même une prescription des lunettes. Je venais d'avoir ma nouvelle prescription, puis ça va très bien, là, en fait, pour mes lunettes, pour lire de proche. Là. Donc, des lunettes de papy, là, pour ceux et celles qui veulent rire de moi. Là. Puis je vous encourage, là, tu sais, tout ça, parce qu'à 41 ans, j'ai déjà besoin de des lunettes de lecture, c'est quand même très drôle. Mais donc, c'est ça. Donc, les lunettes, mais même avec mes lunettes, j'étais plus capable de lire mon téléphone cellulaire, ni un écran d'ordinateur. Donc, il y avait des journées où je pouvais lire, j'étais capable de me concentrer. Puis là, quand je me concentrais trop, justement, comme je disais, je tombais endormi. Mais sinon, il y avait d'autres journées, je pouvais juste pas lire. J'étais pas capable de voir qu'est-ce qui était écrit devant moi. Le matin, je prenais mon téléphone cellulaire, puis je voyais plus rien. C'était totalement tout embrouillé. Ça a été un symptôme vraiment que j'ai trouvé extrêmement désagréable. J'ai lu sur ce symptôme-là, en fait, de la COVID, et beaucoup de gens, par exemple, ont été obligés de faire un traitement pour les yeux. C'est un produit, c'est des stéroïdes. Littéralement, c'est des stéroïdes pour les yeux. Puis les gens sont rétablis, je pense, après 2 ou 3 mois. Mais moi, en tout cas, heureusement, j'ai pas eu besoin de ça, parce que maintenant, ma vision est revenue là, 10 sur 10. Mais ça a été un des symptômes là, que je m'inquiétais vraiment. Là, parce que pour moi, mes yeux, ben c'est quand même assez important. Je pense pour pas mal tout le monde, là, je dirais que c'est important, là, vos yeux. Là, mais dans mon travail, c'est que comme consultant en informatique, moi je travaille en assurance qualité, et mon travail, c'est de voir les erreurs, et de les notifier et de les envoyer à les équipes de développement pour qu'eux produisent en bon québécois, des fixes là, pour le logiciel. Donc, si je suis pas capable de voir, ben c'est sûr que ça va pas bien. Là, puis quand je suis pas capable de voir, c'est de voir de proche, parce que je peux plus lire mon ordinateur, ça veut dire que je peux plus travailler. Là, donc, c'était un peu intense, mais au moins ça a été bien réglé par après. Et donc, ça, c'est vraiment la partie du COVID que moi j'ai vécu. Il y a des gens qui m'ont demandé c'était quoi le protocole que j'avais pris pour traiter le virus, parce que moi, les 6 premiers jours, c'était absolument épouvantable. Les 4 derniers jours, j'étais vraiment en récupération. À partir du jour 11, littéralement, j'étais bien, je pouvais aller courir, je pouvais revaquer à mes occupations sans problème. Donc, moi, le protocole que j'ai utilisé, puis je pourrais mettre le lien là, sur la vidéo là, présentement, là, ça vient d'un regroupement de médecins qui s'appelle le FLCCC, et c'est des médecins un peu partout à travers le monde qui traitent dans des urgences la COVID, et qu'ils ont construit un protocole qui fonctionne très bien pour les gens qui ont attrapé la COVID. Moi, personnellement, j'ai pas tout pris qu'est-ce qui était dans le protocole, parce que de un, certains produits ne sont pas disponibles au Canada, où il faut une prescription pour ça. Et je voulais quand même, puis moi, ben, j'aimais mieux passer aussi par des produits naturels, des vitamines, pour aider mon corps à récupérer tout ça. Donc, en gros, ce que j'ai fait à tous les jours, c'est que j'avais de la quercétine que je prenais, qui est un produit naturel qui permet à nettoyer les poumons et tout ça. Là, donc, ça les permet à être plus en santé, de mieux respirer. Ça l'aide beaucoup aussi pour les gens qui ont de l'asthme. Donc, j'ai pris de la quercétine, j'ai pris du zinc, j'ai pris de la vitamine D3, de la vitamine D, de la vitamine C. Puis il y a une autre plante que j'ai pris, que je me souviens jamais du nom, parce que c'est un nom, je vais le mettre là, maintenant ici, là, mais c'est un nom qui est long comme ça, là, puis qui n'est pas prononçable. Là. Donc, Artemisia quelque chose. Là, vous pourrez rire de moi à la fin. Là. Mais ça, donc ça, c'était les produits que j'ai pris à tous les jours.
Donc, après le jour 6, j'étais très bien. Ça s'est super bien passé. Les symptômes sont tranquillement tous repartis jusqu'au jour 10. Et donc, c'est ça. Donc, par après, bon, ben, on est venu à un point que je voulais retourner en loge parce que moi, je suis président d'un atelier du 4e au 14e degré. Et je devais me présenter en loge. Donc, j'ai été refaire un test de la COVID et mon test de COVID était négatif. Donc, officiellement, après, je crois que c'était après le 14e jour, j'ai été me refaire tester et le tout était négatif. Fantastique. J'ai réussi à retourner en loge. Les frères et sœurs étaient quand même très heureux de me voir là. Et donc, c'est un peu l'histoire de la COVID que moi j'ai vécu. Je ne sais pas comment que les autres vont le vivre aussi de leur côté, mais moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça m'a fait penser à des protocoles que les obédiences devraient avoir. Si quelqu'un qui est déclaré en possédant le virus du COVID, à partir de ce moment-là, cette personne doit être isolée, il doit faire sa quarantaine, puis avant de retourner en loge, il doit avoir absolument un test négatif afin de revenir en loge. C'est la base, selon moi, pour le respect des frères et sœurs. Je suis pas nécessairement d'accord sur le fait d'avoir un passeport vaccinal qui va forcer les gens non vaccinés à venir en loge. Je crois qu'un maçon est libre. Avant tout. Donc ça, c'est un aspect qui est ultra important. Puis si la personne ne veut pas avoir le vaccin pour n'importe quelle raison, que ce soit des raisons familiales, des raisons médicales, des raisons de religion, peu importe, la personne, c'est son corps, son choix. Et c'est là-dessus que je voulais revenir parce que moi, comment que je l'ai vécu, ce virus-là, à part le côté viral, mais le côté personnel, ça a été quand même assez intense, le côté frères et sœurs, parce que autant que j'ai eu des réactions des gens qui sont non vaccinés dans des frères et sœurs, autant j'ai eu des réactions de frères et sœurs qui sont doublement vaccinés. Je l'avais mentionné lors de l'émission 55 qu'il y avait un frère dans une loge, quand il a appris que j'ai eu la COVID, il est parti à rire, puis il trouvait ça très drôle. Puis il était heureux que j'aille attraper la COVID parce que j'ai pas les mêmes opinions que lui. Et ça a choqué des frères dans sa loge qui sont venus me le communiquer par après. Et moi, ça m'a vraiment attristé. Je me suis dit, comment qu'un frère ou une sœur peut souhaiter de la maladie ou des choses graves à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est pas fraternel, c'est anti-maçonnique et ça va contre le respect de la liberté des autres. C'est qu'est-ce qu'on prône en maçonnerie? On dit liberté, égalité, fraternité. Mais dans cette situation-là, je crois pas que ça s'appliquait. Ça m'a vraiment attristé. À un point, que je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que... est-ce que est-ce que la maçonnerie est rendue comme ça? Est-ce que la maçonnerie est rendue aussi au même point que le monde profane, qui vit dans cette peur-là présentement? Parce que, comme je disais tantôt, le virus, il s'en fout, lui, si vous êtes vacciné ou pas vacciné. Il va se transmettre, peu importe. La seule différence, c'est le risque que vous encourez dans votre propre corps. C'est pas le corps de l'autre, dans votre propre corps. Parce que ça se peut très bien, comme moi, qui est une personne qui est vraiment en forme, qui s'entraîne quasiment à tous les jours, que je vais attraper la COVID, puis ça ne sera rien pour moi. Là, autant qu'il y a un risque pour quelqu'un qui va être autant en forme que moi, qui peut avoir une condition spéciale qu'il ne savait pas, ou qui peut-être était conscient quand même, malgré qu'il soit en forme, que ça va au péril de sa vie. Puis autant que quelqu'un qui est doublement vacciné peut en mourir aussi. On en a vu des cas, ça s'est fait. C'est minime, mais c'est là quand même. Donc le risque est partout. Donc, pour toutes ces raisons-là, le fait de propager cette peur-là, même en loge,
ça m'a beaucoup touché, tu sais. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire avec ce frère, tu sais. Puis éventuellement, je vais le rencontrer, ce frère, tu sais. Puis je vais lui expliquer ma façon que moi, je l'ai vécu, puis comment que je me suis senti quand j'ai entendu ça, tu sais. Et là, un moment donné, j'avais besoin de ventiler et tout ça, puis j'ai parlé nous, pour la Grande Loge Annie, là, on a quand même plusieurs forums maçonniques là, qu'on a pour se communiquer ensemble, autant sur Messenger que sur Telegram, puis d'autres logiciels comme ça, tu sais. Et à ce moment-là, je parle de cette situation-là, puis il y a un autre frère qui me dit tu l'as cherché. Pourquoi je l'ai cherché? J'ai pas cherché le virus. Il dit oui, tu l'as cherché, puis t'as potentiellement mis la vie en danger de d'autres personnes. Et là, ça m'a fait réfléchir. Je dis, est-ce que j'ai vraiment mis la vie en danger de d'autres personnes? Puis est-ce que je l'ai vraiment cherché? Puis en réfléchissant à tout ça, j'ai dit non, attends une minute. Moi, je l'ai pas cherché. Le virus m'a trouvé. T'sais. J'ai pas fait exprès d'aller toucher tous les endroits publics, goûter à tout ce que je veux, serrer des mains à tout le monde, tout ça. T'sais. Je fais quand même très attention à ça, parce que je veux pas nécessairement l'avoir, le virus. T'sais. Et donc, non, je l'ai pas cherché. Le virus m'a trouvé. T'sais. Puis par après, je me suis isolé pour pas le propager. Hey, ça fait un petit rime, ça. Mais c'est ça, tu sais. Fait que moi, le virus, je l'ai contacté, puis je l'ai combattu, puis je m'en suis sorti, tu sais. Puis le fait de mettre la vie en danger des autres, ça aussi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Tu sais? Comment j'aurais pu mettre la vie en danger des autres, tu sais? Puis ça, il faut réfléchir à ça. Parce que moi, d'un certain sens, oui pour moi. Tu sais, j'ai probablement mis, tu sais, j'ai pas ma vie en danger, mais je me suis mis quand même à risque parce que je suis conscient, comme je disais tantôt, des pour et des contre. Tu sais, donc j'ai pris un choix conscient dans ma tête sur qu'est-ce que je voulais faire. Pour moi, c'était essentiel. Tu sais, j'ai pris une décision et j'ai décidé que je ne prenais pas le vaccin pour X, Y raison. Donc, pour moi, c'était fait. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis conscient de mes réponses, de mes actions et tout ça. Et je vis avec ça. Pas de problème. Par après, pour ce qui est des autres personnes, moi, dans ma vie, là, je peux juste contrôler certaines choses. Je peux contrôler mes pensées, mes gestes, mes actions, mes paroles. Ça, c'est moi, ça, tu sais. Moi, je peux contrôler ça. Les autres, je peux pas les contrôler, OK? Puis je veux pas les contrôler aussi, tu sais. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, en fait, tu sais. Donc, puisque les autres sont capables de contrôler leurs propres affaires, eux aussi ont la même prérogative, ça veut dire qu'ils peuvent décider ce qu'ils veulent faire avec leur corps, OK? S'ils veulent se faire vacciner, s'ils veulent pas se faire vacciner. Tout ça, ça leur appartient, tu sais. C'est leur souveraineté. C'est pas moi, c'est leur souveraineté. Donc, à partir de ce moment-là, si eux attrapent le virus, c'est leur responsabilité, tu sais. Si eux décident de le propager, c'est leur responsabilité aussi. Comme je disais tantôt, moi, j'étais m'isoler, j'étais allé faire mes affaires, j'ai pas recontacté personne, j'étais quelqu'un qui était responsable. Donc, c'est important de penser à ça aussi, tu sais, la responsabilité et tout ça, tu sais. Et là, donc, comment que moi, je peux contrôler les gens qui sont vaccinés ou pas vaccinés, tu sais? Puis par après, qu'est-ce qu'il y a à craindre pour une personne qui est non vaccinée de contacter une personne vaccinée? Vous êtes vacciné, vous êtes protégé, c'est pas vous qui êtes en danger, c'est la personne qui n'est pas vaccinée qui prend le risque. Et c'est ça qu'il faut réaliser, tu sais. Aujourd'hui, on propage le message. Vous n'êtes pas responsable, vous êtes ci, vous êtes ça, tu sais. Mais en réalité, il faut penser qu'on nous a demandé d'avoir le vaccin pour nous protéger. Les autres personnes qui ne veulent pas se protéger,
c'est leur responsabilité, t'sais. Mais ils vont quand même propager le virus comme vous pouvez le propager aussi. Il faut réfléchir à ces affaires-là. Fait que ça m'a fait vraiment penser. Et là, on va arriver bientôt à la conclusion du vlog parce que je me rends compte que la GoPro, il reste plus beaucoup de batterie de toute façon. Et on arrive là d'ici une quinzaine de minutes là, au Temple de Québec. Donc, je veux quand même garder un peu de batterie pour montrer notre Temple de Québec, en fait. Et donc, moi, avec tout ça, j'y ai quand même réfléchi. Je vois quand même la situation qui se passe. Et vu que c'est mon corps, mon choix, c'est moi qui va décider ce que je vais faire. C'est pas nécessairement le gouvernement qui va décider pour moi ou quelqu'un d'autre, un frère ou une soeur ou ma mère, mon père qui va décider de dire qu'est-ce que je vais m'injecter dans mon corps. Mais je comprends quand même la situation. Je comprends quand même qu'on est encore en situation pandémique. Et ça fait en sorte que à partir du 17 octobre, je vais aller me faire vacciner, mais pas pour le vaccin, les vaccins de type ARN. Je l'avais déjà dit dans le passé. Dans ma position à moi, dans les recherches qui ont été faites et tout ça, ce vaccin-là n'est pas pour moi. Ça a été clair pour moi. Je vais aller chercher un autre vaccin qui est approuvé en fait par Santé Canada, mais qui n'est pas disponible au Canada présentement parce que les doses que nous avions reçues ont été données pour des pays qui étaient dans le besoin, ce qui est très noble. Donc, je vais aller aux États-Unis et je vais aller me faire vacciner le 17 octobre. Je reviendrai au Québec le 1er novembre, donc on pourra faire dans les prochains vlogs, on pourra aller ensemble aux États-Unis. Je vais aller visiter des loges, je vais aller visiter des temples et on pourra faire quelque chose de vraiment magnifique. Donc, ce qui conclut notre vlog, en fait, le vlog numéro 6. On va rajouter des images, en fait, là, du Temple de Québec, là, parce qu'on va être là-bas. Je veux quand même vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y en est avec le Temple de Québec. Mais là-dessus, merci beaucoup de m'avoir entendu. Ça me fait vraiment du bien quand même de partager ça avec vous. Écrivez dans le chat qu'est-ce que vous en pensez de ce COVID-là. Est-ce que moi, je suis dans le champ ou je suis pas dans le champ? Ayez pas peur de me le dire. Je veux vous entendre là-dessus. Si vous avez eu le COVID aussi, si vous voulez partager votre expérience, allez-y dans les commentaires. Ça serait bon de lire et de partager ces expériences-là. Merci aux membres Patreon. Donc, comme d'habitude, on a 4 forfaits. On a un forfait à $3, le forfait à 5$, le forfait à 7$ et le forfait à 33$, le très illustre patron. Donc, si vous voulez participer, ça nous aide à faire nos émissions, ça nous aide à payer nos serveurs et tout ça. Donc, un grand merci à tout le monde. Merci à nos radiodiffuseurs, donc Radio Delta, RZO Web, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Google Music en fait. Un grand merci de nous supporter. Comme j'avais dit précédemment dans l'autre émission, on est rendu maintenant à plus de 40 000 téléchargements sur YouTube. C'est débile mental. Sur les podcasts, on est à au-dessus de 100 000 aussi. Donc, un grand merci à tout le monde qui nous écoute. Si vous avez des sujets, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez surtout pas d'aller sur notre page web sulbandeau.ca. Envoyez-nous un formulaire, enfin, envoyez-nous un message et ça nous fait plaisir de lire vos messages et vos idées de sujets. J'ai déjà reçu, en fait, cette semaine, un des membres Patreon qui m'a envoyé un message pour une idée en fait, de sujet. Donc, on pourra mettre ça dans notre liste d'émissions futures. Mon objectif aussi, c'est toujours d'être capable d'avoir, en fait, les grands maîtres des obédiences pour parler du poste du grand maître, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, ça, on va essayer de faire ça au mois d'octobre ou novembre, là, si c'est possible. Je sais qu'on avait essayé au mois de septembre, là, avec le COVID, on a tout annulé. Donc c'est sûr, certain que ça a été plus difficile. Mais on va vraiment essayer de faire ça. Donc, là-dessus, mon nom est Franco. Je vous dis au prochain vlog. Bye!